Regardez le ciel la nuit. Des milliers d'étoiles, des points de lumière qui traversent le temps et l'espace pour atteindre vos yeux. Chacune brille, chacune d'elles crie son existence. Mais entre ces lumières, il y a du silence. Et dans ce silence, il y a quelque chose qui se cache. Quelque chose qui n'est pas une étoile, quelque chose qui n'est pas une planète, quelque chose qui, pendant des décennies, n'était qu'une idée dans un cahier de théoriciens, une hypothèse que certains jugeaient fantaisiste, voire inutile, un objet raté, un être à mi-chemin, une sorte de fantôme. On les appelle les naines brunes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'invisibilité, pas seulement dans l'espace, mais aussi dans un jeu vidéo, parce que l'une des choses les plus étranges que l'humanité ait faites, c'est de recréer exactement le même mystère, mais dans un monde virtuel. Alors peut-être qu'à ce stade de la vidéo, tu comprends pas vraiment là où je veux en venir. Mais écoute bien, et tout va s'éclairer. Tout commence dans les années 1960. Un jeune astrophysicien indien, Shiv Kumar, travaille sur une question que personne ne se pose vraiment. Jusqu'où peut descendre la masse d'une étoile ? Il prédit alors l'existence d'objets intermédiaires, trop massifs pour être des planètes et trop légers pour brûler comme des étoiles. Il les appelle les naines noires. Mais plus tard, la science les nommera les naines brunes. Et c'est ainsi que leur existence est postulée dès les années 1960. Mais c'est seulement depuis le milieu des années 90 qu'on a pu confirmer leur existence. 3 décennies d'attente, 3 décennies où ces objets existaient dans l'espace sans que personne ne puisse les voir, des millénaires qu'elles existaient. Alors pourquoi ? Parce qu'une naine brune ne brille pas, ou presque pas. Son énergie est quasi exclusivement tirée de l'énergie potentielle gravitationnelle transformée par contraction, contrairement à une étoile qui, elle, va tirer son énergie des réactions nucléaires, comme notre Soleil par exemple. Sans fusion de l'hydrogène, pas de feu, pas de lumière visible, juste une chaleur douce, résiduelle, presque mourante. Les naines brunes ne brillent pas beaucoup dans la lumière visible, elles sont en revanche très lumineuses dans l'infrarouge, donc invisibles à notre œil nu. Imaginez alors des objets de la taille de Jupiter, qui, je le rappelle, est la plus grande planète de notre système solaire, mais parfois 10, 20, 50 fois plus massifs, qui flottent dans notre galaxie par milliards potentiellement, et que nos yeux, nos télescopes classiques, nos instruments traditionnels ne pouvaient tout simplement pas voir. Ce n'est pas qu'elles n'existaient pas, c'est qu'on regardait avec le mauvais regard. Puis viennent les années 90, la révolution infrarouge, les nouveaux télescopes capables de capter ce que nos yeux nous refusaient. En 1995, on observe pour la première fois des naines brunes. D'abord Théide 1, un objet de 40 à 60 fois la masse de Jupiter, découvert dans les Pléiades. Quelques mois plus tard, la découverte de Gliese 229b est annoncée. Et d'un seul coup, le silence du ciel devient peuplé. La science des naines brunes a connu une explosion de progrès au cours des dernières décennies, en grande partie grâce à l'amélioration de la technologie des détecteurs infrarouges. Aujourd'hui, des milliers ont été répertoriés et les scientifiques pensent qu'elles sont peut-être aussi nombreuses que les étoiles ordinaires dans notre galaxie. Elles étaient là depuis toujours, silencieuses, patientes, attendant juste qu'on apprenne à les regarder. Il est remarquable que même après plusieurs décennies d'études du ciel, nous n'ayons toujours pas d'inventaire complet des plus proches voisins du Soleil. Elles errent, la plupart des naines brunes flottent seules dans l'espace, ce qui confirme qu'elles se forment comme des étoiles, c'est-à-dire par la fragmentation d'un nuage moléculaire, née comme une étoile, mais condamnée à ne jamais en être une, trop petite pour le feu et trop grande pour la Terre, à la frontière de tout, appartenant à rien, des êtres de l'entre-deux. Changeons maintenant d'univers pour nous rapprocher de notre sujet principal, mais à peine. EVE-Online, un jeu vidéo massivement multijoueur lancé en 2003, un univers appelé New Eden, 7800 systèmes stellaires, des millions de joueurs, une économie réelle, des guerres épiques qui ont fait la une de journaux, une simulation spatiale d'une complexité et d'une profondeur sans égale dans l'histoire des MMORPG.
Mais EVE Online n'est pas un jeu ordinaire. Là où la plupart des jeux vous prennent par la main et vous guident à travers une histoire préécrite, une suite de défis, de cinématiques, d'objectifs conçus par les devs, EVE Online fait tout le contraire. Il vous pose dans un univers et vous dit « démerdez-vous ». C'est ce qu'on appelle le gameplay émergent. Les événements ne sont pas planifiés par des scénaristes, ils surgissent de l'interaction entre les joueurs eux-mêmes. Les guerres les plus célèbres du jeu n'ont pas été scriptées, les alliances, les trahisons, les marchés économiques, tout est né de décisions humaines dans un système qui ne fait que fournir le cadre. Et c'est précisément cette mécanique, ce refus du scénario imposé, qui a rendu possible quelque chose qu'aucun développeur n'avait prévu. Dans EVE Online, vous pilotez un vaisseau, mais pas n'importe quel vaisseau. Vous êtes un capsulier, un être humain connecté directement à votre vaisseau via une capsule, une sorte de sarcophage technologique qui entoure votre corps. Chaque vaisseau possède une soute, un espace de stockage où vous pouvez emporter des objets, des marchandises, des artefacts, et si vous éjectez ces objets dans l'espace, ils deviennent alors automatiquement un conteneur flottant. Un conteneur simple disparaît en quelques heures, sauf si vous le placez dans le rayon d'une structure spatiale, à une distance précise où il peut alors persister. Un détail technique en apparence anodin qui allait devenir la fondation d'un cimetière. Nous sommes en 2007. Un joueur connu sous le pseudonyme d'Asiaburgi a une idée assez étrange. Il trouve dommage que les corps des capsuliers soient laissés sans cérémonie à la dérive dans l'espace. Ayant vu une structure similaire à une cathédrale à Corazor, il décide que ça serait un bon emplacement pour un cimetière. Il part avec quelques amis récupérer des corps laissés dans l'espace au lendemain de divers conflits, il les glisse dans des conteneurs, il les ancre, il les nomme, il invente ainsi une profession que le jeu n'avait pas prévue, qu'aucune compétence de personnage ne permet de développé d'ailleurs, et qui n'existe dans aucun manuel de jeu, celui de Fossoyeur. C'est du gameplay émergent dans sa forme la plus pure. Un joueur qui prend les outils du jeu, la soute d'un vaisseau, la mécanique d'éjection de conteneurs, la règle de persistance autour des structures, et qui les détourne pour créer quelque chose que les développeurs n'ont jamais imaginé. Dans ces premières années, le cimetière est un paysage chaotique, spontané, chargé d'émotions. Pas de plan, pas de règles, pas d'autorité centrale. Des conteneurs placés à l'instinct, des artefacts déposés par des inconnus, chacun à sa façon. Au moment d'un premier déménagement technique imposé par le jeu, on comptait déjà plus de 500 tombes sur le site. Cette absence de structure formelle est précisément ce qui lui donne son âme. Un espace où la commémoration numérique prend la forme que la communauté lui donne, et sûrement pas celle qu'un game designer lui aurait assignée. Mais quelque chose glisse, quelque chose de plus profond. Le site a pris une autre dimension pour ceux qui le visitaient. À l'origine, un simple cimetière roleplay pour les personnages en jeu, il est devenu une destination pour des capsuliers cherchant à immortaliser leurs amis, familles et camarades décédés dans la vraie vie. Les conteneurs ne portent alors plus seulement les noms de personnages virtuels tombés au combat, ils portent les noms de personnes réelles, des joueurs qui ont perdu un père, un ami d'enfance, un compagnon de guilde avec qui il avait passé des centaines de nuits à explorer New Eden et qui un matin n'avait plus répondu. Chaque conteneur ancré à Moléa est devenu un acte personnel, opaque pour un observateur extérieur, profondément chargé de sens pour celui qui l'a posé là. Un système sémiotique complexe, lisible uniquement par ceux qui connaissent les codes, les histoires, les noms. Comme une langue que seuls les initiés comprennent. Aujourd'hui encore, les capsuliers visitent le site pour y ancrer des conteneurs en hommage à leurs amis, y placent quelques souvenirs et parfois un corps pour se rappeler d'eux et inscrivent un court message sur le conteneur ancré. Mais le cimetière a aussi été attaqué. EVE Online est un jeu sans pitié, où la guerre est partout et la paix n'a jamais de garantie. Des profanateurs ont détruit des tombes et à chaque fois, la communauté les a reconstruits. Ce n'était pas un bug du système, c'était la preuve que quelque chose de vivant s'était bel et bien installé ici, quelque chose qui méritait d'être défendu. Des joueurs comme Rix Javix, l'une des figures les plus connues et les plus engagées de la communauté de EVE Online, ont milité activement pour que ce lieu soit reconnu officiellement, pour qu'il devienne donc permanent, que les développeurs comprennent que Moléa n'était pas un accident ou bien encore une curiosité de roleplay, mais un espace de deuil authentique, né de la vie réelle de vraies personnes. Et ils ont été entendus. En
2020, CCP Games a érigé le monument officiel du cimetière de Moléa. Le nouveau monument est fait maintenant de matériaux à l'aspect terrestre avec des colonnes de basalte ayant pour but de protéger les capsuliers tombés représentés par deux silhouettes quittant une capsule dans un rayon de lumière placé en son centre. Mais ce que les textes officiels ne disent pas tout à fait, c'est la profondeur symbolique de cette structure. 3 dalles verticales imposantes, gris foncé segmentées comme du basalte, s'élèvent et convergent vers le ciel. Elles évoquent 3 escaliers irréguliers, les racines planétaires de l'humanité d'un côté, son ascension vers l'espace de l'autre, en écho direct au récit fondateur d'Evenline, celui d'une humanité qui a quitté la Terre pour coloniser les étoiles. Et entre ces 3 dalles, quelque chose brûle en permanence, un sino, un champ sinusural, une balise lumineuse utilisée dans le jeu pour guider les vaisseaux à travers l'espace. Le sino oscille et s'enroule sur lui-même sans jamais s'éteindre. Dans la culture d'Evenline, allumer un sino pour un joueur disparu est depuis longtemps un geste de deuil communautaire. C'est l'équivalent d'une bougie, d'une flamme éternelle. De temps en temps, une boule de lumière englobe la capsule avant de s'élever vers les étoiles. Des gens qui allument leur ordinateur, qui lancent un jeu et qui naviguent pendant des heures dans un monde virtuel pour aller déposer une boîte avec un prénom dessus dans un système stellaire qui n'existe pas pour honorer quelqu'un qui a existé, lui, vraiment, IRL. Ce n'est donc plus du jeu vidéo, ce n'est pas du jeu de rôle, c'est du deuil. Revenons à nos naines brunes. Elles flottent dans l'espace, sans lumière visible, sans cri. Elles ne font pas partie des constellations. Elles ne guident pas les navigateurs, on ne les a pas nommées dans les mythologies. Pendant des siècles, elles ont traversé notre galaxie sans que personne ne sache qu'elles existaient. Et pourtant, elles étaient là. Dans le système stellaire de Moléa, dans New Eden, des conteneurs flottent aussi. Des boîtes métalliques que presque personne ne voit, que la grande majorité des humains sur Terre n'a jamais vu et ne verra jamais. Des joueurs d'un jeu de niche dans un coin obscur d'Internet qui ont créé un espace de mémoire que le monde entier ignore. Mais pourtant ils sont là. Un prénom sur une boîte, un message, une date de vie, une date de mort, quelqu'un qui a aimé Evenline ou qui a passé des nuits à explorer New Eden, qui un jour n'a pas pu se connecter. Laissant sa capsule, son personnage, sa trace numérique a dérivé dans l'espace. Invisible pour le reste du monde, visible pour ceux qui savent regarder. C'est exactement ce que nous faisions avec les naines brunes. Nous regardions le ciel avec les mauvais yeux. Nous cherchions la lumière là où il n'y en avait pas et on en déterminait l'absence. Mais l'absence de lumière visible n'est pas l'absence d'existence. Il aura fallu l'infrarouge pour les voir, il a fallu une autre longueur d'onde, un autre regard, un regard que la plupart des humains ne possèdent pas naturellement. À Moléa, il a aussi fallu un autre regard. Il faut savoir que ce cimetière existe. Il faut avoir été assez longtemps dans la communauté pour connaître les codes, ou bien avoir vu cette vidéo ou une autre. Ce paysage sémiotique fait de conteneurs ancrés d'artefacts personnels, opaques pour l'extérieur, mais d'une richesse intense pour ceux qui y appartiennent. Le sino brûle encore à Moléa, il ne s'éteint jamais. Il guide les pilotes perdus qui s'approchent du monument, et parfois, une boule de lumière s'élève vers les étoiles, comme si la capsule, enfin, avait trouvé son chemin. Des étoiles ratées, disent certains des naines brunes, c'est une formulation un peu cruelle à mon goût. Je préfère dire des êtres de l'entre-deux. Ni ici, ni là. L'univers est plein d'invisibles, des naines brunes dans le noir interstellaire, des capsules qui dérivent dans un jeu que personne ne considère, des deuils discrets, des mémoires silencieuses, des lumières à des longueurs d'onde que tout le monde ne sait pas capter. Ce qui lie les naines brunes au cimetière de Moléa, c'est peut-être donc ceci, ni les unes ni les autres n'ont été prévues. Les naines brunes ont émergé du chaos de la formation stellaire, sans plan, sans but précis, et le cimetière de Moléa a émergé du chaos d'un jeu vidéo, sans scénario, sans développeur, né de la décision d'un joueur un soir de 2007. L'émergence, c'est le mot, des systèmes complexes qui produisent, sans l'avoir voulu, quelque chose de beau, quelque chose de profond. Quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Peut-être que l'une des plus grandes leçons que l'astronomie et les jeux vidéo nous offrent ensemble, c'est celle-ci, l'invisible. Ce n'est pas l'inexistant.